La veille d'un examen, je me suis retrouvée en garde à vue. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Emma Langin. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jessica. Elle va nous parler un petit peu de son parcours, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, surtout par rapport au contexte actuel. Alors Jessica, bonjour. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Mais ça va super. Ah ben écoute, je tiens d'abord à te remercier de m'honorer de ta présence. Voilà, surtout que ça faisait un moment que je voulais t'interviewer, mais avec tout ce qui s'est passé, le confinement. Donc oui, merci de m'avoir invitée parce que moi aussi ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse des vidéos. Je t'avais proposé, C'est vrai. d'y participer. Voilà, donc je suis très contente. Mais de rien. Tu vas nous parler, si tu veux bien, de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait des études de droit. Après un bac pro comptabilité, donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. D'ailleurs, ça prépare pas du tout à suivre des études à l'université. Parce que franchement, en première année de droit, ça a été très compliqué pour moi parce que il y avait beaucoup de dissertations et de commentaires de textes ou d'arrêts. Et du coup, moi, j'avais pas du tout la méthodologie. Voilà, le maximum que j'avais dû écrire, c'était une page recto verso et pas avec un plan. Alors que là, voilà, il y a le sujet, il faut développer une introduction, poser une problématique, établir un plan en deux parties, deux sous-parties. Du coup, moi, j'étais totalement perdue. Et ce qui m'a... Enfin, moi, on va dire que j'avais des facilités en cas pratique. Et du coup, avec un système de compensation, bah, j'ai réussi à valider ma première année avec les rattrapages quand même. Tu l'as validé, c'est ça? Mais je l'ai validé, voilà, sachant que c'est vrai qu'en première année, on nous met déjà la pression en nous disant il y aura que 30% de vous qui passeront en deuxième année. Mais eux aussi, là. D'entrée, ils annoncent la couleur, ça met un petit peu le stress. Non? Ouais, voilà. Et donc, j'ai fait du droit parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que j'avais pas une adoration de la comptabilité. J'ai fait un BEP et un bac pro compta parce qu'à l'issue de ma troisième, on voulait pas que j'aille en seconde générale, on voulait que je redouble. Ah Et ouais? ouais, et donc pour moi, c'était pas possible que je redouble, que je reste encore au collège. Bien que j'avais un an d'avance, hein, mais voilà, je m'étais habituée à ça. Donc j'ai voulu aller au lycée et étant donné que le parcours professionnel il m'était ouvert, bah, je me suis dit allez, je vais en comptabilité. Donc je suis allée en comptabilité, 4 ans à l'époque. Et à l'issue, j'avais envie de bifurquer sur du commerce. Je voulais faire un BTS en alternance, voilà, pour avoir une indépendance et tout. Et puis, les choses, elles se sont pas déroulées comme j'avais forcément prévu et voulu. Parce que, voilà, entre-temps, il y a eu les expériences de la jeunesse qui sont passées. Déjà, voilà, déjà quand j'ai dû passer mon bac, je me suis fracturé la mâchoire. Du coup, j'ai eu le droit à un report des examens, quoi, des épreuves au mois de septembre. Donc déjà, il y avait plein de choses auxquelles je pouvais plus avoir accès. Puisque, tu sais, il faut quand même envoyer des dossiers. Voilà, ouais, il faut envoyer des dossiers. Normalement, au mois de juillet, tu es censé avoir tes résultats. Et puis là, tu commences à postuler et tout. Alors que moi, je pouvais pas le faire puisque j'ai passé le bac au mois de septembre. Et j'ai eu les résultats au mois d'octobre. Hein. Donc du coup, vraiment décalé pendant que tout le monde fait sa rentrée. Ça faisait déjà un mois qu'ils étaient déjà voilà. rentrés. En gros, quand eux, ils sont rentrés... Ouais, et quand eux, ils sont rentrés, moi, je passais mon bac. Quand eux, ils rentraient déjà plus ou moins en BTS ou des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai eu mes résultats au mois d'octobre. Sauf que j'ai fait un parcours par la case prison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, j'ai été sous mandat de dépôt, voilà, à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles, pendant 2 mois. Quand je suis sortie, en fait, du coup, j'ai vu les choses totalement différemment.
J'en avais plus rien à faire faire de la vente, du commerce, tout ça. Ça me paraissait tellement superficiel. Ah, carrément. Ah ouais, totalement superficiel. Et Mm. du coup, j'avais envie de faire sciences politiques. Et à l'origine, sciences politiques, enfin, à l'IEP, là, à l'Institut des études politiques, je crois que ça s'appelle. Avant, il y avait moyen d'accéder à une licence par le biais de ce qu'ils appellent Bac+1. Et l'année où j'ai voulu le faire, en fait, il l'avait enlevé. Donc, du coup, j'ai pas pu passer les tests parce qu'il faut passer des tests quand même pour rentrer. Du coup, j'ai pas pu passer les tests puisqu'ils acceptaient que les personnes qui avaient le bac dans l'année et qui rentraient pour la rentrée de septembre. Ah bah Or, oui. moi, mon bac, je l'avais eu En décalé. ouais, en 2006. Voilà. Et donc, du coup, il me restait le droit qui ressemblait un peu à la science politique. Et du coup, je me suis inscrite à l'université de Nanterre en licence de droit normale parce qu'après, ils font aussi des licences bilingues. Ah, d'accord. Donc, toi, tu as pris le cursus. Mais j'ai pas eu le normal, temps de quoi. passer. Voilà, parce que pareil, il fallait passer des tests. Mm. Si on voulait faire une licence droit anglais américain ou en espagnol. Voilà. Ok. Après, il y a le russe, il y a d'autres langues, mais que je ne parle pas. Donc voilà, j'ai pas pu accéder aux tests. Et puis de toute façon, je pense que je les aurais pas réussi avec le niveau d'anglais que j'avais à l'époque. Et donc, je suis rentrée en licence normale avec pour idée que j'allais être avocat. Donc, je suis restée avec cette idée-là pendant les 3-4 premières années de fac. Parce que de toute façon, pour pouvoir être avocat, le parcours le plus rapide, c'est après un niveau Master 1, de passer le CRFPA. Et si on est reçu, on va à l'école avocat. Donc, après, ça dépend. Il y a l'EFB, il y a les DAC, enfin, ça dépend de la région d'où on est. Et donc voilà, j'ai fait ma licence. Donc j'ai tout passé en 3 ans. Après, je me suis orientée vers un Master 1 de droit pénal, puisque j'avais essentiellement envie d'être avocat pénaliste. Et puis après, j'ai commencé à me poser plein de questions sur est-ce que j'ai vraiment envie d'être avocat, parce que si on fait ça pour la beauté du métier, j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on n'a pas beaucoup de reconnaissance non plus et qu'on n'est peut-être pas... En fait, on fait que d'appliquer des lois dont on n'a pas participé à l'élaboration. Et à la base, moi, quand je voulais faire sciences politiques, je voulais participer à l'élaboration des lois. Eh ben oui. Voilà, mon but, c'était quand même d'atteindre une fonction de député, par exemple, pour pouvoir participer à l'élaboration des lois et pas juste à demander leur application, puisque je vois pas l'intérêt de demander l'application d'une loi qu'on trouve injuste ou enfin voilà, même si le droit français il est quand même relativement bien fait, on va dire, au regard des objectifs qu'il poursuit. Et à l'issue du Master 1, j'avais prévu de passer le CRFPA. Sauf que les examens du CRFPA, ils sont au mois de septembre. Donc, il faut absolument avoir son Master 1 du premier coup au mois de juin. Parce que si on passe les rattrapages Ça décale un petit peu. qui étaient en septembre, en fait, on ne peut pas avoir les résultats du rattrapage avant de pouvoir s'inscrire aux examens du CRFPA. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que la veille d'un examen, je me suis retrouvée en garde à vue. Mais c'est incroyable quand même. Ouais. La veille, vraiment. Mais tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ou sans trop rentrer dans les détails Bah, en fait, je travaille. Donc, pendant mes études, les 2 dernières années, en gros, j'ai travaillé. Non. En 2010, donc ma dernière année de licence, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocat comme secrétaire. Donc, ce vendredi soir, j'ai terminé le travail, je vais à la gare Saint-Lazare, etc. Et j'allume une cigarette sur le quai, ce qui est interdit. Et là, il y a des agents SNCF 6, pour être précise, qui déboulent comme ça, vos titres de transport, vos papiers d'identité, machin et tout. Et puis, moi, ça m'a un peu énervé la manière
Dont on ils va sont dire, venus, t'ont voilà, abordé, quoi. dont ils m'ont abordé. Il y avait deux femmes qui jouaient les cow-boys, voilà, un petit peu énervées contre mon sort. Et puis moi, je faisais ma juriste pénaliste. Voilà, merci de respecter ma dignité. Je pense que je n'ai pas besoin d'être entourée de 6 Ah, c'est personnes, pas vrai. etc., etc. Et puis voilà, le ton, il est monté. Et du coup, ils n'ont pas apprécié et bah, ils m'ont menotté, ils m'ont porté. Ils t'ont menotté carrément et Ouais, porté. ouais, ils m'ont Waouh. porté et tout, D'accord. jusqu'à l'antenne de commissariat qu'il y avait à Saint-Lazare. À l'époque, qui était en travaux, donc c'était un genre de préfabriqué. Puis après, ils en ont dû en référer à l'OPJ, voilà, compétent pour la zone. Donc j'ai fini au commissariat de Gare du Nord. Et en fait, les choses, comment elles sont passées, a fait que on m'a fait sortir le matin. Mhm. euh, Attends. T'es resté toute la nuit en fait. Alors que moi, j'avais demandé les UMJ et tout machin. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont emmené. Les UMJ, c'est l'unité médico-judiciaire, un truc comme ça. Voilà, où on peut voir un médecin, faire constater des choses, etc. Et en fait, ils m'ont envoyé là-bas à 7 h du matin. D'accord. Et du coup, le temps que j'y aille et que je revienne, etc., bah, après l'OPJ qui était là, il avait changé et on me dit, bon, bah voilà, on vous fait sortir de garde à vue. Alors que moi, toute la soirée de la veille, j'ai pas arrêté de leur demander, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, demain j'ai un examen, s'il vous plaît, demain j'ai un examen. Et voilà, ils ont attendu 10 h du matin pour me libérer. Or, moi, mon examen, il était, je crois, à 9 h. Donc je suis sortie du commissariat de Gare du Nord et je suis allée jusqu'à la fac avec mon papier. Ton attestation prouvant que. Voilà, j'ai demandé à rencontrer la prof, etc. Et en fait, bon, bah, il n'y a pas eu moyen de s'arranger. Donc j'ai dû passer cette matière au rattrapage du mois de septembre et j'ai pas passé le CRFPA. Donc, moi qui ne savais pas ce que j'allais forcément faire, parce que j'avais envoyé quelques dossiers de Master 2, mais encore une fois, peut-être avec un peu de prétention, parce que j'en ai envoyé que 2, et j'avais envoyé pour faire droit bancaire à la Sorbonne. Droit financier, droit bancaire. J'ai été mise sur liste d'attente, voilà, donc je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc, j'ai refait un Master 1 en droit des affaires, encore à Nanterre, en me disant, bah, je refais un Master en droit des affaires, comme ça, bah, je vais faire des matières que j'ai jamais faites encore, qui Donc, j'ai eu mon diplôme en, je crois, novembre 2015. Avec mention bien et tout, je suis trop contente. Voilà, on a une belle remise de diplôme. C'était à Cité Universitaire, bon, bref, on s'en fout. Et donc moi, j'avais commencé déjà à travailler un peu avant, au mois de septembre 2015. Là, t'étais de retour en France, hein Ouais, moi j'étais revenue en novembre 2014 en France. Donc au mois de janvier, j'avais commencé un stage en récupération de TVA. Donc, comme je disais, c'était sur. C'est fondé sur des directives européennes, ce qui fait qu'on peut faire des espèces de montages pour que les entreprises puissent récupérer une partie de la TVA qu'elles ont acquittée dans des pays de l'Union européenne, voire des pays qui ne sont pas rattachés à l'Union européenne mais qui sont en Europe, que sont la Norvège et la Suisse. Donc voilà, je faisais mon stage là-bas et j'ai été amenée à aller à l'étranger. Pour des stages encore? Non, en fait, l'entreprise, elle était basée à Paris. Et en fait, il s'agissait beaucoup de récupérer des factures liées justement à ces frais, je sais plus le mot que j'ai dit, frais professionnels qui ont été engagés à l'étranger. Et en fait, ça dépend des pays. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on peut récupérer la TVA qu'on a payée sur des chambres d'hôtel, sur des restaurants, sur du carburant. Sur des produits ménagers ou autres, non? Non. C'est pas ce genre de TVA, là? Non, c'est que lié, on va dire, je vais pas dire au tourisme, parce qu'on est dans du... Enfin voilà, oui, on va dire des frais liés au tourisme professionnel. Donc, frais de location de salle,
enfin la TVA qui est liée à des frais de location de salle, etc. Et donc il fallait récupérer toutes ces preuves pour qu'après elles puissent être traitées et qu'on demande à l'administration fiscale du pays concerné le remboursement de ces frais de TVA pour le compte des entreprises qui étaient clientes de la société donc qui était basée à Paris. Donc à ce titre, je suis allée où? Je suis allée en Hollande 2 fois, je crois. Je suis allée au Danemark 2 fois. Après, je devais aller en Pologne, etc. Sauf que, au mois de mars, j'étais au Danemark et j'étais pas à Copenhague, j'étais à, je crois qu'on a fait Odense, D'accord. Odense et Aarhus. Et donc, on avait prévu donc de terminer la mission le jeudi et de rentrer le jeudi de Aarhus à Copenhague, parce qu'il y avait à peu près 2 heures de route, et de passer la soirée à Copenhague et de prendre l'avion le lendemain. Mais tu étais pour combien de jours à peu près? Une semaine? On est parti le lundi matin, je crois. Voilà, donc on a commencé la mission le lundi et on a fini le jeudi. Ok, donc 4-5 jours. Ouais, 4 jours. Et le truc, c'est que sur la route retour d'Aarhus, accident de voiture. C'est pas vrai. Ouais, accident de voiture, enfin carambolage même apparemment. Par l'arrière, donc moi j'ai rien vu venir. Je me suis réveillée en gros. Je sais que j'ai pris connaissance un peu dans la voiture. Ah, parce que t'étais dans les vapes en plus. Ah bah bien sûr. J'ai bougé un peu les doigts et les doigts de pied et hop, je me suis rendormie et je me suis réveillée à l'hosto. C'est pas possible. De Aarhus, donc on a en gros retour à la case départ. Voilà, ma collègue de l'époque, elle a eu aussi une fracture, elle a une fracture à la jambe. Et moi, j'ai une fracture à la colonne vertébrale et puis j'avais des hématomes partout. Wow. Ouais, c'était pas très joli à voir. Voilà, ensuite, en gros, j'ai eu un rapatriement en France. À l'issue de justement cet Ouais, accident-là. voilà, le lendemain. Et puis après, j'ai été arrêtée pendant pas mal de temps parce que j'avais un corset à porter pendant 3 mois. Donc, je pouvais pas trop travailler parce que la position assise, elle m'était... T'étais inconfortable, ouais. Ça te faisait mal. Ouais, c'était plutôt très inconfortable. Donc, en fait, j'ai pas terminé mon stage, concrètement. Parce que je crois que j'avais 6 mois... Non, j'avais 4 mois de stage. Ouais, je sais 4 plus. mois. Je sais plus. Mais bon, voilà, en gros, j'ai fait même à peine 2 mois de stage, voilà. T'as fait la moitié, en gros. Ouais, à peine. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'après, normalement, en cas d'accident, on a le droit d'avoir des recours judiciaires en cas de préjudice corporel. Voilà, on a le droit, quand on est salarié, par exemple, on se met en accident du travail. Du coup, on a les frais qui sont pris à 100%, on a des indemnités journalières, etc. Sauf que moi, j'étais en stage, payée au minimum légal. Donc, pas d'indemnité de la part de la Sécu, puisqu'il n'y a pas les cotisations correspondantes. Tu as rien eu en fait, aucune aide? Non, la seule chose que j'ai eue, c'est la prise en charge des frais à 100%. Mais aucune compensation, rien. Non, pas d'indemnité journalière. Donc du coup, les 500 € qui étaient déjà pas énormes, je les avais plus. Et après, moi je connaissais une avocate en préjudice corporel. J'ai essayé pendant longtemps d'obtenir le rapport de police. Ça a été très compliqué. Il a fallu que j'écrive au procureur du tribunal de Versailles pour qu'il entre en communication avec les autorités danoises, etc. Donc j'ai reçu un rapport en danois, sauf que les juridictions françaises, elles veulent un document en français. Donc en gros, c'était à ma charge aussi de d'abord payer une traduction par un traducteur qui est assermenté, donc voilà, dont on trouve la liste sur... qui sont rattachés au cours d'appel. Donc en gros voilà, moi j'ai abandonné le truc, même si je sais que j'aurais pu récupérer voilà, quand même certaines sommes, parce que j'ai eu des... Quand même des dégâts et tu as... J'ai eu des dégâts physiques, des dégâts matériels, parce que la voiture, c'était une C4, elle s'est retrouvée en mode compactée comme une Smart.
Ouais, et en plus, on a eu de la chance parce qu'on avait été surclassés. Parce Ah, qu'à la base, on avait loué une C1. Et à l'aéroport, ils nous ont donné une C4. Donc, si on avait eu une C1, les dégâts, ils auraient été... ouh. Ouais, peut-être j'aurais plus de jambes, je sais pas, non, voilà. non, Parce non, qu'il y avait Au un... moins, vous avez rien eu de grave, quoi. Ça aurait pu être pire, dans tous les Ah cas. bah, dans tous les cas, ça aurait pu être pire, ouais. Enfin, voilà. Toi, tu piques. C'est juste pour dire que c'est quand même important de s'assurer en stage, que ce soit en stage lié à des études de droit ou d'autres choses d'ailleurs, de peut-être prendre une assurance, comment ça s'appelle? Les assurances... Civil, je sais plus comment ils s'appellent ça. Où est-ce que tu Ouais. t'assures toi en fait? Voilà, c'est ça. Oui. C'est une assurance Je pour les mettrais en risques. tout Ouais, une assurance sur les risques. tout risque. Non, je sais pas comment on appelle ça. Non, c'est pas ça. Tu vois, un peu comme les assurances scolaires, ce que les Oui, mais enfants là, ils c'est pas prennent, mais ça pareil. c'est pas pareil. Parce que moi, pour être en stage, j'ai dû souscrire à une assurance, Mhm. responsabilité civile, au cas où moi, je crée un dommage Pour dans le cadre de l'entreprise, l'entreprise. ouais. Voilà, mais par contre, Pour toi, j'avais pas l'assurance, voilà, pour des dommages qui pouvaient m'être imputés à moi. Et j'avais essayé avec la sécurité sociale de faire un recours devant le tribunal, etc. Mais d'abord, fallait passer par une commission. Et de toute façon, ça m'était pas ouvert parce qu'il faut que le dommage ait eu lieu sur le territoire français. oh là là. Donc, du fait que c'était au Danemark, c'est pas passé. Voilà, en tout cas, ça faisait un cas de droit international un peu compliqué. Voilà. Donc, moi, j'ai porté mon corset pendant 3 mois. J'ai fait de la rééducation et comme c'était la dèche, je me suis dit, il faut que je trouve du travail. Donc, à un moment, je suis tombée sur une offre d'emploi dans une société qui faisait de l'investissement d'outre-mer. Et moi, j'avais eu un cours sur la fiscalité des investissements d'outre-mer pendant mon master de droit fiscal, du tourisme justement. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bien, il faut que je postule et tout. Et par contre, le poste, il n'avait rien à voir. Il s'agissait d'être une assistante au sein de la direction administrative et financière. Mais étant donné que j'avais déjà un cursus de comptabilité et déjà des expériences d'assistante, etc., donc tu pouvais postuler. Voilà, on va dire que j'avais les Tu avais les compétences pour. J'avais les compétences pour. Donc j'ai passé les entretiens en été et j'ai été prise et j'ai commencé à travailler là-bas au mois de septembre. Il s'est avéré que, en fait, je m'ennuyais quand même parce qu'il n'y avait pas vraiment assez de travail pour moi, même si j'essayais de montrer que j'étais capable de faire plus, etc. Et donc, par chance, au mois de janvier, j'ai pu commencer dans un autre service de la boîte, au service développement. Donc là, je faisais vachement plus de juridique et du financier aussi. Ah, c'est bien. Et combien de temps, justement, s'est passé entre le fait que tu sois, justement, à l'accueil et... genre 3 mois et demi. Ah ouais, quand même. Ouais, voilà, 3 mois et demi. Donc j'étais super contente. Par contre, j'ai eu un changement au niveau de un avenant à mon contrat de travail, une revalorisation de mon salaire, etc. que au mois de juillet. Donc en gros pendant 6 mois, voilà, j'avais encore une paye qui correspondait à mon ancien poste, etc. Voilà, mais bon, au moins j'aimais bien ce que je faisais. Et puis après, quand en gros la revalorisation de ma fonction et donc de mon salaire, etc., a vraiment été pris au sérieux, on va dire, par le patron. Ce qui s'est passé, c'est que il m'a proposé que je travaille aussi pour un autre service encore de la société. Et donc j'ai accepté au début et en fait c'est vite devenu l'enfer. Parce que je travaillais sur 2 niveaux, 2 postes différents, 2 directeurs différents qui ne s'entendaient pas. Là où je faisais un espèce de remplacement, la directrice de service, c'était la compagne du patron. Enfin voilà, et donc du coup,
j'ai un peu précipité mon éviction. Mais Parce- c'est vrai, on te demande d'être, entre guillemets, d'être partout en même temps, d'être très polyvalente. Ensuite, tu avais 2 patrons, donc tu devais gérer plusieurs Voilà, choses et moi, différentes. et moi C'est le bordel, quoi. je suis polyvalente. Par contre, je trouve que la directrice, elle abusait sur certains trucs. Elle faisait que de m'envoyer des mails. Elle me demandait d'appeler des gens, ouais, moi, j'ai pas eu de réponse, vous pouvez les appeler. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre et je lui ai fait comprendre que si elle veut appeler un avocat, elle appelle l'avocat parce que moi, je suis que l'assistante. Donc, s'il répond pas à la directrice, je vois pas pourquoi Il va me répondre. répondrait à Voilà, il va l'assistante. répondre à une assistante. C'est pas moi qui signe les chèques. Ouais, on va dire que là, ouais, t'as précipité. Voilà, et du coup, on m'a fait une procédure de licenciement et j'ai été licenciée. Mais moi, j'ai très bien accueilli la nouvelle parce qu'en plus, c'était une société où on disait non, mais ici, on vire pas, on te met dans un placard, machin et tout. Et franchement, moi, ça m'arrangeait bien d'être licenciée. Je me disais, va y avoir du pôle emploi, je vais prendre du temps pour Bénéfice. moi. Mais oui. Ouais, je vais prendre du temps pour moi, surtout. Et en fait. Surtout que tu avais enchaîné, quoi, par rapport à ton accident, tu as été dans la boîte ensuite et de. Oui, par rapport à mes études et par rapport à. Voilà. Voilà, par rapport à plein de choses. Après, j'ai quand même eu. Enfin, heureusement, j'ai quand même eu l'occasion de voyager. J'ai quand même eu l'occasion de voyager. Et c'est vrai que c'est ces voyages aussi qui m'ont permis de voir les choses de manière beaucoup plus vaste. Et de me dire, mais moi, je suis pas faite pour bosser 39 heures par semaine à 1800 euros net après avoir fait 6 ans d'études. Grave, mais oui, c'est surtout ça en fait. Hein. Voilà, et de me dire, purée, tous les jours, enfin, moi j'adore aller au travail avec la bonne humeur, très contente de me dire, voilà, je vais pouvoir mettre en avant des compétences, enfin déjà les utiliser, etc. et apprendre des nouvelles choses. Sauf qu'au bout d'un moment, frustration, ça devient un peu trop. Donc voilà, j'ai accueilli mon licenciement, vraiment super contente. D'autant plus que j'étais passée cadre, donc j'avais un préavis de 3 mois. Ah oui, donc il aurait fallu retarder l'échéance en attente justement avant de partir, si tu partais de ton propre chef par exemple. Tu aurais pas pu le faire voilà, si moi, rapidement. Ouais, enfin, c'est vrai que je me suis dit, je vois pas pourquoi je vais démissionner puisque c'est eux qui veulent, qui ont un problème avec moi, plus que moi j'en ai un avec eux. Dans le sens où, on va dire que le droit du travail me protégeait quand même, puisque on m'a pas remis de fiche de poste, on a mis du temps avant de reconnaître légalement quelque part que j'avais changé de poste et donc de revaloriser mon salaire, etc. Et puis voilà, après, de toute façon, pendant la période de préavis, j'ai eu le droit, je sais plus combien on avait d'heures. En tout cas, j'avais un certain nombre d'heures par mois que j'avais le droit d'utiliser pour la recherche d'un autre emploi. D'accord. Voilà, donc voilà, ce qui faisait que je l'ai posé genre le lundi matin ou le vendredi après-midi. Enfin, je m'arrangeais pour me faire des semaines cool. Évidemment. Voilà, et au mois de mars, j'ai arrêté de travailler, donc en mars 2017. Et puis, après, j'ai voyagé. Je suis retournée à Miami 4 ans. Ouais, 4 ans. Ça faisait 4 ans, en gros, que j'attendais d'y retourner. J'allais à Miami pendant 1 mois et demi. Voilà, je suis allée chez ma mère qui vivait en province. T'as voyagé quoi, Ouais, voilà, l'année dernière, je suis allée à Barcelone pendant 2 mois. Je suis allée dans le sud. Enfin, ouais, j'ai bougé, j'ai un peu vadrouillé. Et puis, depuis ces 3 ans, j'ai pas beaucoup travaillé. L'année dernière, j'avais commencé gestionnaire copropriété. Ça m'a pas plu du tout. Enfin, ça aurait pu me plaire, mais en fait, ça m'a pas plu parce que je me suis dit, attends. Moi, je suis là où je peux pas vraiment régler les conflits entre les copropriétaires, mais eux, ils m'assènent de plein de problèmes, quoi, de crottes de chien dans l'escalier ou dans l'ascenseur, ou oui, mais eux, ils veulent mettre de la peinture, voilà, alors que nous... Des broutilles, quoi, des choses... Voilà, trop de broutilles, je me suis dit, mais
faudrait que je sois mère pour accepter d'avoir ce genre de problématique à régler. Voilà, avec le salaire bien évidemment qui va avec Bien et sûr. voilà, les avantages aussi, puisque la responsabilité elle est quand même lourde. Je trouve quand on est gestionnaire copro, il y avait à peu près, je crois, 900 lots dont j'aurais dû m'occuper. Que en plus, Ah ouais, quand même. ouais, et que en plus, en gros, j'étais là pour remplacer un gestionnaire qui partait, faire une transition avec lui, mais il fallait pas annoncer au copropriétaire que lui, il partait. Donc en gros, moi je devais arriver comme un cheveu sur la soupe quand lui il serait parti, qu'en fait il l'aurait pas dit, mais du coup ça serait imposé. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout aimé et en gros je suis partie en même temps que le mec il devait partir. J'ai mis fin à ma période d'essai. Et puis voilà, après j'ai fait des petits boulots. Je me suis pas prise la tête. Hein. Je travaillais en supermarché ou des trucs comme ça, genre Un pendant peu deux de semaines. tout, ouais, ouais. Ouais, pendant 2 semaines, histoire de me faire un peu d'argent. Et je travaillais dans les bars. Dans les bars à hôtesse. Donc je pense que c'est un vieux métier qui n'a pas très bonne réputation. Et il y a C'est de vrai. quoi. Il faut dire la vérité, il y a de quoi. Que ça n'est pas très très bonne réputation. Qu'on soit client ou qu'on soit totalement étranger au système et qu'on regarde les choses d'un point de vue extérieur. Mais moi, j'ai vu quand même des avantages parce que, effectivement, ça m'a permis de gagner de l'argent. Et au-delà de ça, ça m'a permis aussi de me libérer un peu plus, d'aller un peu plus vers une profession, on va dire, un peu commerciale, commerçante. Chose que j'avais un peu du mal à faire avant, j'avais un peu du mal à me vendre. euh, Avec des bonnes techniques, on va dire, parce que voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui rentre dedans, sauf que voilà, le rentrer dedans, l'agressivité, c'est pas forcément ce qui paye le plus. Et Donc ça t'a beaucoup appris, ça t'a permis de te canaliser entre guillemets, d'être plus, comment dire, avenante, le fait de discuter avec des personnes, d'échanger, d'apprendre des choses, tout ça quoi. ouais, voilà, ça m'a permis de voir aussi les choses autrement, de me rendre compte à quel point la négativité, parler, c'est oppressant et à quel point ça, enfin, je veux dire, c'est inutile. Tout dépend ce qu'on cherche. Parce que, Apprendre avec des pincettes, hein, bien sûr. ouais, mais tout dépend ce qu'on recherche en fait. C'est ça. Si on est là pour déblatérer toute la journée, enfin toute la nuit sur des clients, des collègues, la mondaine, voilà, tout ça, c'est pesant. Et en plus, du coup, comme il n'y a pas les bonnes vibrations, on va dire, j'ai l'impression que ça fait un peu effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire que, Pas qu'un peu en plus. voilà, tout le monde est fermé, tout le monde est énervé, tout le monde critique. Et du coup, ça attire pas les clients. Mais j'allais dire énergétiquement, quoi, ça attire pas les clients parce que, je sais pas, il y a des choses qui se passent au-delà du matériel. Hein, voilà. Plein de choses, du ressenti. Ouais, c'est ça. Quand on est en train de parler, quand on est en train de parler de ces connards, les bâtards, les crevards, tout ça. Ouais, je crois que ça attire pas trop et que y a peut-être des gens qui auraient pu être disposés à venir, mais que du coup, je sais pas, il se passe quelque chose et ça fait qu'ils vont pas venir. Ils ont un blocage et ils viendront pas. Et... Ouais, voilà. Et après, c'est pas forcément. Certains des préjugés aussi. Hein. C'est ça. Et c'est pas forcément vérifiable instantanément. Mais à la longue, je trouve que ça se voit. C'est vrai que quand on fait que de se dire, purée, il n'y a pas de client, putain, il n'y a pas de client, est-ce que tu crois qu'il y a un client qui va venir ouais, mais ce bâtard, la dernière fois, il a fait ci, il a fait ça, et machin, non, mais tu vas voir, la prochaine fois qu'il vient, je vais le niquer. Voilà. C'est relatif, quoi. Après, tu as quand même, comment dire, de ce que j'entends, appris quand même de ce mais métier, moi, j'apprends de personnes, dans tout. Hein. De tout hein. Ah ouais, moi, j'apprends dans tout. Hein. J'ai appris dans toutes mes expériences de vie. C'est ça, de chaque personne, par rapport à chaque métier, c'est vrai, on apprend toujours plein de choses. Non, mais tu m'as tué. Batteur. Non, tu m'as tué. Non, mais c'est vrai. Non, mais ouais. Mais voilà, après, c'est bien. On apprend quand même à se mettre en valeur. On se rend compte aussi que les hommes, ils sont pas forcément qu'à la recherche d'une belle plante. Parce que, en fait, les plantes vertes,
juste plantes vertes qui n'ont pas de discussion, qui C'est n'ont pas de joli, mais ça conversation. sert à rien, quoi. Voilà, ou qui tire à la tronche ou tout ça, ça attire pas trop le client, ça lui donne pas trop envie de dépenser ou de te donner un pourboire ou de revenir te voir, etc. Voilà, c'est une bonne expérience et j'ai hâte que Monsieur Macron nous fasse l'honneur de bien vouloir réouvrir les bars. Je me sens un peu affectée de plein fouet, même si j'essaie quand même de voir les bons côtés, hein, bien évidemment. De relativiser. Voilà, Voilà. de dormir la nuit, de pas trop boire d'alcool, Surtout ça, prendre du temps pour toi. prendre du temps pour moi, même si du coup je peux pas non plus aller à la salle de sport. Ouais, T'arrives d'où comme ça, t'as envie qu'on passe un bon moment ensemble, je peux boire du champagne avec toi. Et ça a commencé comme ça. Ok. Voilà, donc quand même beaucoup de tactile et aucun symptôme du Covid. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes collègues, aucun symptôme du Covid. Alors que, on va dire qu'on était censé être les personnes les plus exposées. C'est vrai. Donc comme je disais, que ce soit à la salle de sport, que ce soit dans les transports, les restaurants, au bar, dans les magasins en général, etc. Moi, j'applique vraiment le minimum. Je suis quelqu'un qui se nettoie les mains très souvent, qui se lave les mains avec de l'eau et du savon. Mais surtout que on a l'impression en fait que les gens ils ont redécouvert en fait qu'il fallait se laver les mains alors que c'est censé être quelque chose de normal. Mais totalement, parce que C'est grave en fait. moi, dès que j'arrive chez moi, je me lave les mains. J'arrive au travail, je me lave les mains. J'arrive au restaurant, je me lave les mains. Gel hydroalcoolique ou pas, je m'en fous. Ça désinfecte peut-être, ça lave pas. Donc si j'ai une trace noire sur ma main, le gel hydroalcoolique Voilà, il va pas me la l'enlever. trace sera toujours là en fait, donc c'est... Voilà, je me lave les mains avant d'entrer aux toilettes. Après. Après les toilettes. Et quand je me lave les mains avant d'entrer aux toilettes, bien évidemment, je ne touche pas la poignée avec ma main. Oui. Je prends du papier. Et en plus, non mais tu rigoles, mais c'est... Mais pour les gens, moi ça me choque. Voilà, parce que je comprends pas qu'on puisse aller, surtout, enfin non, que ce soit homme ou femme, finalement, il y aura forcément un contact avec nos zones génitales. Et faire ça avec les mains sales, je comprends pas. Donc voilà, je suis quelqu'un qui se lave très souvent les mains. Le masque, j'en ai plutôt rien à faire. Je le mets parce que on est menacé par une contravention. Mais concrètement, moi, j'en vois pas vraiment l'utilité, puisque je me sens pas concernée par cette maladie. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait des personnes du coup qui se sentent vulnérables à cette maladie et qui se protègent d'un masque. C'est tout à leur honneur de se préserver. Moi, j'estime que sur ce coup-là, j'ai pas spécialement à me préserver. Et, hormis le fait de me laver les mains que je fais tout le temps, en fait, Covid ou pas Covid, parce que il y a la grippe, il y a les rhumes, et puis il y a d'autres maladies. Voilà, il y a plein d'autres maladies. Donc justement, celle-là, j'ai l'impression un petit peu qu'il la diabolise. Voilà, c'est la Covid, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça. Alors que, je sais pas, moi, de la clope et tout, il y a plus de personnes qui décèdent chaque année. Donc, tout à fait. C'est un exemple, mais c'est la vérité. Ah oui, et je fume. C'est aussi. pas bien. Voilà, mais je fume aussi. Donc je vais dire, j'ai quand même eu ce qu'on pourrait considérer, d'après les dires de certains médecins et du gouvernement, des comportements à risque. Pour autant, soit je ne l'ai pas du tout eu, soit je suis asymptomatique. Mais du coup, j'ai pas du tout envie de m'empêcher de vivre. Mais non, il faut pas. Sous prétexte qu'il y a des personnes qui seraient vulnérables, je trouve que, bah, à la limite, c'est à elles de rester chez elles. C'est à elles d'aller dans les magasins quand il y a le moins de monde possible. De faire attention plus que les autres. Tu Voilà, vois, ce qui est normal. La dernière fois, je vois plein de vieux à Carrefour un vendredi après-midi. Je sais pas si c'est vraiment le moment le plus adapté pour une personne âgée d'aller faire ses courses un vendredi après-midi confiné, hein. Donc, sachant qu'ils pourraient peut-être aller le matin, après on connaît pas leur vie. On connaît pas leur vie, mais voilà, en région parisienne, on peut commander ses courses, on a quand même beaucoup de moyens pour ne pas entrer en contact avec des gens. Le truc, c'est qu'en fait, les personnes qu'on appelle vulnérables, c'est aussi des personnes qui se sentent assez seules et isolées et qui ont ce besoin aussi de voir du monde, d'interagir avec le monde. Et du coup, bah, voilà, on est face à des choses qui sont un petit peu contradictoires. Et je trouve ça dommage qu'on condamne 66 millions de personnes
à vivre comme des pestiférés, alors que concrètement, j'ai pas l'impression que le taux de mortalité en France, il est doublé. Quant à ça, au niveau des chiffres, j'ai l'impression que ça part vraiment dans tous les sens. Voilà, Tu et vois. puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui meurt du Covid quand il est déjà diabétique, quand il a déjà des maladies cardiovasculaires ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui prouve qu'il est mort de la Covid? On ne sait pas. Voilà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est peut-être ces maladies cardiovasculaires qui ont Ok. plus que précipité C'est ça. son décès. Qui est raison de la personne. Et en fait, ils se servent de ça justement pour essayer de mettre une certaine peur et essayer de commander justement la population. Ouais, c'est ça. Ça commence avec les masques. Le confinement, ça va être quoi après justement? Bah, Ça va être quoi? Je ne sais pas. Mais pour parler comme ça, donc je suis hébergée par mon père, qui est diabétique. Voilà, qui va travailler aussi et qui ne présente pas de symptômes. J'ai encore une grand-mère qui est en vie, qui vient d'avoir 82 ans et qui ne présente pas de signes de Covid. Donc comme quoi, moi je suis pas trop dans la philosophie du hasard ou je pense que sont touchées les personnes qui, entre guillemets, doivent l'être et meurent les personnes qui doivent mourir. Et puis c'est tout, puisque de toute façon, moi aussi je vais mourir, toi aussi tu vas mourir. Hein. Voilà, on va tous y passer, donc je pense pas que ce soit genre le mauvais coup du sort. Oh mais tu te rends compte, cette personne, elle aurait pas dû mourir. Pourquoi elle aurait pas dû mourir là, à ce moment-là, de cette façon-là? Ouais, Pourquoi? Ça repose sur quoi en fait? C'est parce que dans notre esprit humain, peut-être que ça nous dépasse et qu'on aspire tous à vivre 100 ans en plus ou moins bonne santé, un peu aveugle, un peu déficient du dos, je sais pas. Mais c'est pas possible ça. Ouais, voilà, et que la seule manière de mourir acceptable, c'est de s'endormir dans son lit avec sa famille autour qui pleure de chagrin. On sait même pas qu'est-ce qui va se passer dans une heure. Donc comment on peut... C'est vrai, on sait pas. Mais oui, On sait pas. Donc comment Ah, on mais peut voilà. justement prédire ces choses-là? On peut pas. voilà. Donc moi, j'estime que le plus important, c'est de pouvoir profiter de chaque seconde que la vie nous offre et de la passer. Avec nos proches, avec les personnes qu'on aime. Ouais, bon, Ou après, moi, je suis pas. pas, voilà, moi, je suis pas trop une Ça meuf dépend. là-dedans, mais en tout cas, moi, je trouve que le plus important, c'est de pouvoir faire des activités qui nous tiennent à cœur, de pouvoir faire la fête, célébrer la vie. Vivre tout simplement. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis plus dans célébrons la vie tant qu'on l'a, plutôt que ayons d'avoir peur de la mort, alors que là, maintenant, on est en vie, en fait. Et en les bonne gens, santé. voilà. On a la chance justement d'être Oui, en bonne voilà, en santé. plus ou moins, mais je veux dire, non mais tant qu'on respire quelque C'est ça. part, c'est qu'on est en bonne santé, on a des signes vitaux et des organes qui fonctionnent, et donc c'est ça dont il faut profiter, parce que on nous fait peur de la mort, mais les gens qui sont morts, concrètement, Bah, ils sont morts quoi. bah voilà, ils sont morts, donc eux ils sont plus dans j'ai peur de la vie, j'ai peur de la mort, je sais pas quoi, enfin, donc c'est toujours le problème des gens qui restent, mais c'est Avec pas. toutes ces interrogations de comment, du pourquoi, de qu'est-ce qui se passe, ou je sais pas, après si toi tu crois aux choses qui se passent justement après la mort, Ah, tout s'il à y a fait. un monde, s'il y a quelque chose, Ah, tout à fait, si tu tout te à fait. réincarnes, Ouais. ça dépend. Bah, moi, pour moi, de la même manière que la nuit, je dors, mon cerveau il rêve, et ben, pour moi, quand on meurt, notre esprit il quitte notre corps et il va dans le monde des rêves. Voilà, je vois un peu le truc comme ça. Mais oui, c'est des questions en tout cas que je me suis posées, parce que moi, je suis très comprendre le sens de la vie, mais pourquoi on fait ça et pourquoi on ne le fait pas comme ça. Je me pose beaucoup de questions et c'est pour ça aussi que je fais plus de trouver un CDI, ma priorité. Parce que je trouve que la priorité, c'est surtout d'être en paix à l'intérieur de soi, d'être épanoui à l'intérieur de soi. Moi, j'ai trop vu des gens comme ça. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai acheté une maison, je vais en vacances, j'ai un chien, j'ai la voiture, je fais les courses à Carrefour le samedi, je vais voir mémé le dimanche, etc. Mais en fait, leur vie, ils l'aiment pas et ils comprennent pas pourquoi. Ils sont malheureux, ouais. Oui, ils comprennent pas pourquoi, parce que ils se disent mais j'ai tout. Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui me plaise pas?
enfin qui fait que ça Il n'arrive pas à manque nourrir. quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, bah moi, mon bonheur, c'est vrai que je le fais plus reposer sur Sur toutes les ces choses priorités que justement matérielles, le monde ouais. veut Ouais, nous c'est ça. infliger. Tu vis en fonction de, limite au jour le jour, hein, de ce que j'entends, de ce que tu me dis. Bah, d'un côté, je le vis au jour le jour et d'un autre côté, j'ai des projets à court, moyen et Oui, long bien terme, sûr. hein. Tu as des projets quand même, mais tu te prends pas la tête, par exemple, sur des choses que d'autres personnes vont estimer que c'est essentiel pour eux. Toi, tu vois les choses d'une toute autre façon. Par Ouais, exemple, tant que tu manges tous les jours à ta faim, tant que tu as un toit, tant que tu n'es pas malade, ça va, quoi. Le reste, tu verras après. ouais, et Bon. surtout que maintenant, j'essaie d'y donner de l'attention parce que c'est vrai que j'ai pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont j'estimais que c'était un dû, que j'avais pas ni à être reconnaissante, ni à exprimer de gratitude pour toutes ces choses que j'avais. Et en plus, je m'en plaignais. Genre, ma mère, elle me faisait des cadeaux. Mais pourquoi tu m'as acheté ça? Mais c'est pas ça que je voulais. Mais nanana, mes trucs. Alors que, Voilà. voilà, enfant gâté, enfant capricieux, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, tu étais capricieuse, toi. Ah oui, 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 moi, je le suis toujours aussi un peu d'ailleurs, mais je me gère mieux. Mm. Voilà, mais maintenant, oui, c'est vrai que je prête attention à des choses et du coup, je trouve que ça en attire encore plus, plutôt que quand j'avais une autre approche qui fait que, en estimant que c'est un dû, je dévalorise les choses. Alors que quand elles sont pas là, c'est là que tu te rends compte comment c'est C'est important. important, c'est ça. Comment c'est important d'avoir de l'eau chaude dans sa douche, d'avoir une douche propre, d'avoir une douche tout court, d'avoir des toilettes, d'avoir, je sais pas, un micro-ondes, Une machine. une machine à laver. C'est vrai, tu te rends compte des choses. D'avoir une machine à laver, d'avoir des trains, même s'ils sont en retard. Et je suis la première à détester la SNCF, par exemple, pour toute cette gestion ou cette mauvaise gestion des transports. Mais on a quand même des trains, quoi. Je veux dire, et puis on n'a pas des gens qui montent sur le toit. Et puis, C'est un tout, quoi. Ouais, Voilà, c'est des petites choses comme ça qui. voilà. Et puis vis-à-vis de moi-même aussi, c'est-à-dire que sur certaines choses, il y a peut-être une assez mauvaise représentation de moi. Et je pourrais accuser et blâmer toute personne, voilà, voilà, les accuser de l'image que j'ai voilà, de moi, ou des émotions que je pourrais avoir, ou de la colère que je peux nourrir vis-à-vis d'un sujet, ou je sais pas quoi. Mais non, maintenant, je reprends ma responsabilité. Voilà. Si j'ai une mauvaise image de moi, peut-être que effectivement, elle m'a été soufflée par mon extérieur, mais j'ai quand même la liberté et le pouvoir de dire oui ou non. J'ai le droit de dire « Ah, vous pensez que je suis conne? Eh ben moi, je me trouve très intelligente. » Voilà. Terminé. Sauf que moi, quand j'étais petite, non, moi, je suis pas conne. C'est toi le con. Et donc, en fait, on joue le jeu Ce rapport-là, ouais. Voilà, et on joue le jeu de ce que l'autre a décidé. Donc, lui, il a décidé d'employer le mot conne. Et donc, on va tourner autour, comme ça. On va faire un tourbillon de con, de conne, de bête, stupide, imbécile. Et au final, un ne voudra pas plus que l'autre, quoi. Tu Voilà. seras exactement sur la C'est même ça. longueur d'onde que l'autre Ouais, personne. c'est ça. Alors que tu vaux tellement mieux. Voilà, C'est et en vrai. fait, C'est intelligent, ça. on joue au ping-pong des gogoles, quoi. Et chacun croit que c'est l'autre le gogol, bien évidemment. C'est pas vrai. Voilà, ou t'es moche. Oui, t'es C'est moche, pas- non, c'est toi le moche. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Mais t'as vu non, ta non, gueule, non, mais non. machin, mais Comment à attaquer sur le physique, ça sort plein de choses. On va Voilà. où là en fait? Alors, au lieu simplement d'aller dans la pensée opposée, qui est je suis belle, je suis beau, Et ce que tu dis là, je m'en fiche en fait, concrètement. Ça me touche a pas. fortiori, voilà, Ça m'atteint pas. en plus, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Voilà. Mais admettons, je peux être affectée, qu'on me dise que je suis moche. Mais quand je suis affectée, c'est bien parce qu'il y a quelque chose en moi qui est presque d'accord avec ce que l'autre il dit et qui n'aime pas accepter que je pourrais être comme ça. Mais moi aujourd'hui, je me dis, je suis moche, je suis belle, voilà. Donc, c'est pas grave. Sale pute, c'est pareil. Alors ça, par contre, oh. C'est pareil. Moi, quand Grave. j'étais jeune, mais je te défonce.
je te défonce, je te poursuis jusqu'au bout du monde. Je te démolis ta gueule et ta famille et tout parce que tu me traites de pute. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'autre il puisse considérer que je suis une pute, d'autant plus quand on n'en a rien à foutre de cette personne. Tu connais Donc, pas la personne. Non mais j'en ai rien à foutre de cette personne et genre je donne du crédit à son opinion sur moi. De l'importance, tu te rends compte? Ouais, c'est ça. Alors que je pense que en fait la seule opinion qui m'importe c'est la mienne. Et effectivement, des fois, j'ai pas une bonne opinion de moi-même. Et bah, j'essaye de travailler là-dessus. C'est ça, mais ça c'est propre à toi, c'est de toi-même qui ça Voilà. vient. C'est pas une personne qui justement va te dire ah ben non, t'es vilaine et tout, Voilà. ta tête et tout. Et alors? Voilà. Et alors, j'ai pas le droit d'être moche? Et alors? Est-ce que j'ai le droit d'être moche? J'ai le droit d'être moche. Je suis moche. Et alors? Est-ce que toi, t'es beau? Parce Déjà. que c'est ça le truc. Que moi, je sois moche, c'est une chose. Mais est-ce que toi, tu te trouves beau? Si toi, tu te trouves beau, alors regarde ton miroir seulement pour t'admirer. Pourquoi tu me regardes moi? Se concentrer sur les autres en fait. Non, oui, et sur ce qu'on aime. Et en plus sur ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que moi quand je me trouve belle et que je vois quelqu'un de moche, et je me dis non, moi j'ai besoin de beauté dans ma vie, hop, je prends mon miroir. Pourquoi je vais regarder les moches? Leur apporter du crédit, voilà. Oui, pourquoi je vais leur donner mon attention? Je préfère que mon attention elle soit sur la beauté que je vois dans ce miroir. Normalement, ce sont des personnes qui ont du temps à tuer, qui se concentrent sur les autres, sur la vie des autres. Voilà, et donc leur vie est vide. C'est dommage, hein, mais c'est vrai. Leur vie est vide, mais ils ne veulent pas l'assumer. Et ils ne travaillent pas sur eux. Donc moi, depuis 3 ans et demi, je travaille sur moi. Mon travail, c'est me sentir bien. Ça, c'est mon travail. Et ça demande vraiment du travail parce que des fois, on se rend compte de mécanismes ou d'images de soi qu'on a et on se dit mais pourquoi je pense comme ça de moi ou mais ça vient d'où et machin. Et puis on fait face à des choses des fois qui peuvent faire peur aussi. Mais ça. Voilà, moi chez moi, j'ai un tas de cahiers comme ça. Ah ouais, non, mais toi tu mets sur cahier, t'écris. Et j'écris. J'écris le négatif, je réécris et après j'essaie de réécrire ce que je voudrais. Et du coup, je remodifie dans une autre phrase ce que je viens de dire de négatif sur moi et ce que je voudrais avec des affirmations positives. Moi, la plupart de mes phrases maintenant ne contiennent plus de ne pas. Ou de mots négatifs. Souvent, je suis sur Google, hop, je regarde les antonymes parce que antonyme, c'est le contraire de... Voilà. Je cherche les antonymes puisque des fois, je connais le mot négatif et je connais même pas son et je connais pas son opposé positif. Et du coup, c'est vrai que le vocabulaire, forcément, ça joue vachement sur la façon dont on peut se voir soi-même, puisque perception des choses, tout ça. Ouais, la représentation qu'on se fait de soi, etc. Puisqu'on est limité par le langage, mine de rien. Et du coup, si on n'a pas des mots pour pouvoir exprimer ce qu'on pense de soi, des autres, ce qu'on veut, etc. Et que on emploie toujours les mêmes mots alors qu'on désigne pas vraiment le même concept, etc. Forcément, c'est limitatif. Voilà. En tout cas, de ce que j'entends, tu te remets pas mal en question assez régulièrement. C'est bien. Mais aussi, parfois, c'est quelqu'un qui m'a dit ça en plus. Il est bien de se remettre en question, mais il faut aussi surtout remettre parfois ses actes en question. Parce que tu sais, parfois, tu peux être une bonne personne. Tu es convaincu que tu l'es. Après, que tu ne sois pas pour quelqu'un d'autre, ça, on s'en fiche. Mais par rapport à un acte que tu vas faire, en fait, est-ce que celui-là, il était judicieux? Est-ce que tu aurais pu faire autrement, mais pas tout le temps s'auto-flageller, entre guillemets, et se dire, ah ben non, par rapport à ça, je suis pas une bonne personne, faudrait remettre parfois justement ses actes, juste tes actes, en question. Bah oui, et déjà, donc moi, je cherche pas à être une bonne personne. Mais c'est vrai, je cherche pas à être une bonne personne. J'ai des bons, j'ai des mauvais côtés comme tout le monde. Comme tout le monde. Hein. Voilà, et j'estime que mes mauvais côtés, ils m'apprennent des choses. Mes bons côtés, ils m'apprennent aussi d'autres choses. Et le but, c'est de faire converger les deux et tout simplement d'être soi. Équilibre aussi. Oui, et tout simplement d'être soi. En fait, moi, je suis plus dans les clivages de bien et mal. C'est... mais je suis d'accord en tout cas que se remettre en question, enfin moi je remets en question moi, je remets en question les décisions des autres, je remets en cause mes décisions à moi, je remets en question les actes en me demandant effectivement, bon,
là, la dernière fois, j'ai fait ça. Ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, je l'ai fait. Je ne peux pas revenir là-dessus. Par contre, est-ce que j'estime que c'est quelque chose qu'il me faudrait reproduire parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste et de plus judicieux ou Faire autrement. voilà, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit truc que je pourrais changer pour que ce soit plus en adéquation avec, j'allais dire mes valeurs, mais aussi l'image que j'ai vraiment envie de construire Véhiculer. de moi. Mhm. Voilà, ouais, véhiculer et l'image que j'ai vraiment envie de construire parce que moi j'ai 32 ans, forcément au cours de mes 32 années, j'ai construit plein d'images de moi qui étaient des fois contradictoires les Oui, unes voilà, avec bien les sûr. autres, qui entraient en conflit, etc. Mais depuis que je suis gamine, il y en a une vraiment qui me trotte dans la tête et c'est elle qui est en haut de la pyramide, c'est elle mon objectif et tous les jours, j'essaye d'avancer vers Cet objectif-là. voilà, cet objectif-là, cette version-là de moi. Et De toutes les façons, on est en constante évolution, on évolue à chaque fois, tu vas ouais, rencontrer des personnes, tu vas te... Voilà, on grandit en fait. ouais, Donc du coup, on voit les choses d'une toute autre façon. ouais, Donc je pense que de toutes les façons, euh, on n'a pas fini justement d'évoluer, de voir peut-être pas les choses d'une toute autre façon, mais de relativiser énormément, je pense. tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je revendique vachement un espèce de droit, j'allais dire à l'erreur, mais pour moi c'est même pas un droit à l'erreur, c'est juste le droit d'essayer et de foirer et de tirer des conclusions de l'expérience qu'on vient de tirer et soit de la reproduire, soit de la modifier un petit peu, soit de changer la perception qu'on a eue de l'expérience ou du résultat qu'elle aurait C'est produit, ça. etc. Et je trouve que c'est effectivement ça qui fait avancer. Mais dans le monde d'aujourd'hui, notamment je trouve en France, on n'est pas trop câblé là-dessus. Je trouve que dans le monde anglophone, moi j'ai rencontré vachement de gens qui tentent des trucs Mhm. qui sont absolument pas parfaits. Ils tentent des trucs et ils préfèrent lancer et peaufiner après que de faire genre, non, moi, avant de me lancer, je veux que tout soit parfait, machin et tout. Alors que de toute façon, Mais c'est le problème de beaucoup de personnes, oui, ça. et tant que tu ne seras pas lancé, de ça. toute façon, il y a des problématiques auxquelles tu n'auras même pas pu penser, imaginer, voilà. envisager, qui vont se produire. Et de toute façon, tu ne seras pas préparé à ça. Et la dernière fois, je disais ça à ma mère. Je me suis dit, moi, je me prépare vachement à affronter des obstacles, de l'adversité, des difficultés, des blocages, épreuves, des tout bâtons dans les roues, etc. Et est-ce que je suis prête à avoir un chemin qui soit dégagé devant moi? Eh ben non. Et je lui dis, t'as vu dans les matchs de foot, c'est déjà arrivé plein de fois, qu'il y a un mec, il est au milieu de terrain, il reçoit le ballon, il n'y a personne jusqu'au but. Des fois même le gardien n'est pas dans ses cages. Il arrive, il court avec son... Déjà, il arrive avec le ballon, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Ça, parce qu'il n'a pas été confronté justement voilà, à ce qu'il a dit. Parce que ses entraînements, lui, c'est obstacle, obstacle, dribble, machin, ça. passe, nanana. Mais là, non, on t'a pas appris à aller droit au but avec un chemin dégagé. Donc, tu te retrouves un peu pris au dépourvu comme ça. Tu vas quand même... Tu vas courir avec ton ballon, tu vas... tu vas frapper, ça rentre pas dans le but. Et tout le monde va dire, oh, mais ça. Comment il a fait? Mais parce qu'on n'est pas préparé à ça. Parce que dans nos têtes, même s'il n'y a pas un joueur, tu crois qu'il y a un spectre de joueurs qui va sortir du terrain, zombie, qui va te dire, c'est moi, je prends le ballon. Voilà, ton cerveau, il va partir en couille parce que il est trop habitué au danger. On est câblé comme ça. Voilà. C'est vrai, c'est une jolie façon de voir les choses. Mais c'est vrai, on est câblé comme ça, on est câblé pour réagir à du danger, on est câblé pour toujours être dans la survie, dans la surprotection, dans la sécurité, etc. Mais la sécurité, elle ne repose pas sur des barrières matérielles, etc. Parce que de toute façon, dans la vie, il n'y a rien qui est permanent. Il y a toujours des petits changements, des machins. Donc, celui qui croit qu'il va rester en vie parce que toute sa vie reste dans son lit, dans sa maison, qu'il n'allume pas le feu, qu'il n'a pas le gaz, qu'il n'y a pas de rivière à côté, il n'y a pas de risque d'inondation, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de... Il va mourir quand même. Même s'il a mangé ses 5 fruits et légumes, même s'il a bu de l'eau, même s'il ne fume pas, même s'il ne boit pas d'alcool, même s'il n'a pas la wifi avec les ondes comme ça qui traversent son corps ou machin, qui n'utilise pas le micro-ondes, tout ça, il va mourir.
Voilà, son Dans tous corps les cas. va mourir. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, franchement, tu... Non, c'est vrai, hein. C'est vraiment une très belle vision de voir les choses, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Et ça a été dur pour moi de l'accepter, hein. Parce qu'il y a des fois où on fait quand même face à des espèces de croyances auxquelles on s'identifie. On croit que si on laisse tomber la croyance, alors dans ce cas-là, on perd une part de notre identité, etc. Mais c'est parce que on dévie à chaque fois, on dévie sur des trucs. Moi, bon là, je m'appelle Jessica, mais c'est pas ma vraie identité intérieure. Quand j'étais jeune, j'ai mis vachement de temps à m'habituer à ce prénom. Ah ouais? Mais grave. Moi, des fois, on disait Jessica, je me sentais même pas concernée. Quoi? C'est quoi? Non, j'entendais, je sais pas, pour moi, on appelait quelqu'un, c'était pas moi. Moi, j'ai mis du temps à m'habituer à mon prénom. Et voilà, aujourd'hui, Jessica, c'est une manière comme ça d'interagir avec les gens, mais c'est pas mon identité propre, c'est pas ma nature, c'est pas mon essence d'être une Jessica. J'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai que t'as pas tort, hein, dans un sens, tu vois ou pas? On t'a donné ce nom quand tu étais bébé. Et c'est justement par ce prénom qu'on arrive justement à interagir avec toi, en tant que personne, genre tu es la personne de Jessica, tu vois ou pas? Mais est-ce que justement, je sais pas, tu aurais eu un autre nom ou bien... Mais même, je peux le changer maintenant, ça va faire... Ouais, c'est ça, ça va changer. Est-ce que ça va changer justement ta personne, Non. qui tu es? Non. Je pense pas, tu vois. En fait, non, mais ça va... Mon prénom, il a servi peut-être de fondation pour la construction de ma personnalité, mais en réalité, aujourd'hui, je sais que je suis bien au-delà de ma personnalité. Et de la même manière, mon identité, elle dépend pas d'un emploi. C'est ça. Mais non. Voilà, moi, quand on me dit... tu fais quoi dans la vie? C'est une bonne question, mais quand on répond je suis pompier, t'es pas pompier, tu fais un métier de pompier. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça où on dit je suis, comme si c'était une identification. Alors, on a le droit de vivre l'expérience de s'identifier à des choses qui sont impermanentes, mais le jour où ça tombe, forcément, il y a une crise. Je suis mère. Je suis épouse, je suis fille, je suis sœur. Tout ça, c'est des choses. Tout ça, c'est des choses qui sont amenées à disparaître un jour ou l'autre. Peut-être quand je serai morte, peut-être quand je serai vivante. Et du coup, si mon identité elle repose là-dessus, la nationalité, c'est pareil. Je suis française, je suis française, je suis française. Quand les Allemands sont venus, on aurait pu être allemand. Est-ce que c'était vraiment une grande crise identitaire? Forcément, si on est identifié au fait d'être français, bien sûr que c'est une crise identitaire, mais c'est parce qu'en fait, on ne connaît pas la nature profonde de qui on est. Parce que moi, je m'en fous. Je suis humaine, même dans cette vie, je ne suis pas humaine, c'est pas mon identité, c'est ma fonction, c'est l'expérience que je vis. Mais je ne suis pas une humaine. À la base, je suis un esprit. C'est ça. Je suis un esprit dans un corps humain. Voilà. Et je vis une expérience humaine. Justement, je trouve que les gens qui s'identifient à leur couleur de peau, à leur religion, à leur couleur de cheveux, à leur couleur d'yeux, c'est pareil. C'est qu'une expérience. Mais après, forcément... parce que moi, quand je parle d'impermanence, je parle vraiment dans la vie là, mais je parle même, entre guillemets, dans la vie après la mort. C'est-à-dire que dans la vie après la mort, pour moi... Il n'y a que des esprits et l'esprit, il n'est pas noir. L'esprit, il n'est pas blond. L'esprit, il n'a pas les yeux verts. L'esprit, il n'est même pas ni homme ni femme. Il est les deux. Il est tout à la fois. Donc, on va dire, c'est comme si moi, j'estime que même si là, entre guillemets, je suis blanche, bah, ma blancheur, elle contient toutes les carnations de peau. C'est une enveloppe, en fait. Ouais, c'est une enveloppe. Je vis l'expérience d'avoir la peau blanche dans mon corps humain, mais... En soi, je contiens toutes les carnations de peau qui puissent exister dans ma blancheur. Toi, dans ta marronité, c'est pareil, tu contiens toutes les carnations de peau qui puissent exister. Parce que chez les gens qui ont la couleur marron, il y a bien des albinos. Mais oui. Voilà. Et chez nous, il y a bien des... Moi, j'ai des grains de beauté. C'est ça, j'ai des grains de beauté. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des... Je contiens quelque chose qui fait que
ah, ma peau, elle pourrait avoir une autre carnation que celle qu'elle a. Donc, c'est pas quelque chose qui est lié à mon identité. C'est ça. Non, mais c'est poussé quand même. Hein. Ouais, mais moi, je pousse toujours les choses très loin. Je déteste les gens qui s'arrêtent au milieu d'un raisonnement parce que ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir ensuite. Mais c'est surtout ça, c'est cette peur-là justement qui paralyse. Il y a des gens en fait qui veulent pas savoir, mais juste parce que voilà, ils ne sont pas prêts à assumer justement ce qu'il y a derrière, ou bien ils se confortent dans ce qu'ils croient. Ils sont très bien comme ça en Ouais, fait. c'est ça. Et justement, ces personnes-là en faisant ça, ils sont, comment dire, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit, des choses, et débattre avec eux, c'est pas possible. Mais ça Soit sert ils à se rien. braquent, ils essaient de te changer. Oui, mais ça sert à rien parce qu'ils se créent leur propre frustration. Par exemple, sur la suprématie de couleur, moi, je peux comprendre qu'il y ait des blancs qui croient que le blanc de couleur, il est supérieur à toutes les autres carnations de peau. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il n'accepte pas que quelqu'un puisse ne pas être d'accord avec lui. Alors qu'il pourrait très bien dire, moi, de toute façon, je suis blanc, je suis supérieur. Et toi, avec ta couleur basanée, tu peux me dire aussi que tu es supérieur, mais ça ne te concerne que toi. Moi, ce qui me concerne, c'est que moi, je suis supérieur. Mais ils vont pas dire ça comme ça, hein. C'est pas possible. Mais je sais, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, et en plus, ils véhiculent rien de spécialement très positif sur le fait que, du fait de leur supériorité, du coup, ils ont une bonté qui serait exemplaire, ils ont une intelligence qui est exemplaire, ils ont une générosité qui est exemplaire, ils ont une force qui est exemplaire, ils ont des capacités voilà, qui seraient exemplaires. Non, absolument pas. Pas plus qu'ailleurs en tout cas. Donc, bah oui, donc du coup... la même échelle là-dessus, et pourtant, avec eux, débattre comme c'est pas possible. C'est mort. Mais parce que ça sert à rien, de toute façon. Pourquoi tu veux... Après, ça sert à quoi de convaincre quelqu'un qui est persuadé qu'il n'y a pas d'égalité entre les races, entre les sexes, entre les religions? On s'en fout. C'est qui, lui, dans ma vie, pour que son avis, il importe comme ça? Il me dirige chez mon gouvernant, et de toute façon, les gouvernements... Il te nourrit, il me nourrit, voilà. Est-ce que les gouvernements changent? Oui. Voilà. Les patrons changent? Oui. Personne n'est éternel, hein. Rien n'est acquis. Hein. Voilà, et donc je trouve que, encore une fois, vaut mieux se concentrer sur ce qui a de l'importance pour nous que d'essayer de détruire ce qui nous dérange. Parce que on accepte très bien des choses qui nous dérangent quand on est tellement occupé avec ce qu'on aime que, vas-y, c'est pas, il y a quelques gouttes d'eau là, c'est pas grave, parce que là je suis en train de m'amuser, machin, c'est ça le principal. Qu'est-ce que je m'en fous des nuages quand je suis en train de m'amuser? Je m'en fous. Voilà. C'est un détail, c'est vrai. Mais c'est vrai. Et quand j'étais en Angleterre, à Londres, réputée pour la pluie, justement ce qu'on m'avait dit. Mais Jess... il pleut tout le temps, il fait pas beau, il fait non mais justement on m'a dit, mais Jess, si t'attends qu'il fasse beau, tu vas jamais rien faire. Oh. Nous, on n'attend pas qu'il fasse beau pour sortir, s'amuser. C'est ça. Voilà. En fait, c'est même pas le fait de procrastiner, c'est le fait de nourrir comme ça une espèce de colère ou de haine, ou de dire c'est pas normal, ça devrait pas être. Moi, j'estime que tout ce qui se passe, c'est normal, parce que si ça existe, c'est que ça rentre dans une norme. Et que ça devait être là, et que ça a son utilité en fait. Oui, parce que peu importe. C'est pas normal, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui entrent pas dans une norme et qui arrivent comme ça à venir nous parasiter. Mais c'est impossible. C'est logique. Voilà, si les choses elles existent, c'est qu'il y a une norme qui les rend physiquement possibles, tout simplement. Donc, si cette norme-là fait que cette chose, elle existe, ça sert à rien d'émettre un avis là-dessus de ça devrait pas. C'est comme ça, c'est tout. Et si nous, on décide de sentir aigri que ça existe, on se fait du mal qu'à soi-même. Ça sortira jamais. Hein. Oh là 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 là. En tout cas, voilà, c'est une jolie façon de voir les choses. Hein. On pense pas tous de la même façon. Ouais, mais parce que moi, ça m'aide. Hein. Ouais. Je le fais pas parce que, comme je te disais, pour être une bonne personne aux yeux des autres. Parce que moi, ça m'aide. Ça me permet de vivre ma vie d'une manière qui est beaucoup plus agréable que d'être agacée. Parce qu'en fait, la Terre, elle contient autant de potentiel infernal que paradisiaque. Il faut juste se focaliser sur le petit côté positif, tout ça, prendre toutes ces bonnes ondes du mieux possible. Parce qu'il y en a toujours. Mais oui, la vie ne pourra qu'être que belle. Mais même dans ce qui nous apparaît à première vue mauvais,
il y a toujours une petite graine de positif qui est latente et que si on voulait bien l'observer, comme en physique quantique, si on voulait bien l'observer, on la verrait et plus on veut bien l'arroser, la cultiver, lui dire qu'on est heureuse que cette petite graine elle soit là au milieu de tout ce capharnaüm là, et ben elle va se dire ah, il y a quelqu'un qui me trouve magnifique, machin, Ouais. et je vais grandir, je vais grandir, je vais grandir, je vais grandir. Mais par exemple, pour rejoindre aussi ton exemple, je sais pas, des personnes pourraient se dire, ouais, voir le positif tout le temps, d'accord, ça va 2 minutes. T'imagines, tu descends les escaliers, tu te ramasses la gueule à terre et tout, tu te casses un bras, comment voir le positif dans ça? Bien, par exemple, tu te dis, ben, par exemple, si tu n'étais pas tombé dans les escaliers, peut-être que c'est une voiture qui te serait rentrée dedans, par exemple, ça aurait pu être plus grave dans tous les cas, tu vois? Oui, ou peut-être que je vais me dire, bah j'ai pas été attentive, j'étais pas dans le moment présent, j'étais en train de penser à autre chose, alors que là, maintenant, Il y avait juste une marche, là, tu j'aurais vois? mieux fait de penser à ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire descendre des escaliers pour rentrer chez moi en toute sécurité, voilà, plutôt que de penser déjà à ce que je vais faire. euh, ah non, mais là, attends, j'ai un rendez-vous, faut que j'y aille, machin et tout. Hop, je Ouais, prends c'est mon, ça. mon téléphone et tout. Non, mais l'autre, il me fait chier, je sais pas quoi. Putain! C'est ça, donc relativiser et toujours voir du coup le positif, Voilà, et de me chaque dire, chose en chaque personne voilà, et de me le dire, plus possible. de me dire que c'est pas l'escalier qui m'a fait tomber. C'est pas ça, C'est il pas bouge pas, l'escalier qui il m'a bouge fait pas de tomber. toutes les façons, il bouge pas. C'est moi qui n'ai pas prêté attention à Grave. l'action que j'étais en train de mener en me servant de cet Et c'est escalier. valable pour tout ça, Bah, tout à fait. pour tout, pour tout. Tout à fait. Quand on est super attentif, ce genre de choses, ça arrive moins. C'est ça. Moi, les fois où je me suis coupée, ou je sais pas, c'est parce que j'ai fait des erreurs moments d'inattention, de voilà. inattention, mouvements brusques, tu penses à autre chose, t'es pas dans le moment présent. Mais quand on est dans le moment présent, Les choses comme ça, normalement, elles n'arrivent pas. Donc, ouais, on est les tranquille. accidents comme ça n'arrive pas. Après, je dis pas, hein, il On peut est à toujours, l'abri de rien, voilà. voilà, il peut peut toujours arriver. arriver quelque chose, mais c'est toujours bien de se dire, si ça c'est arrivé, c'est pour m'apprendre quelque chose qui va m'aider à me sentir mieux. Et si je dois en passer par là, Il y a une raison, quoi. il y a une raison, et c'est peut-être parce que je suis trop têtue, je crois trop que les choses, elles devraient être comme ci ou comme ça ou machin. Mais en fait, non, il y a une sagesse bien supérieure Qui à... dépasse même parfois notre entendement. On ne sait pas pourquoi les choses arrivent, mais pourtant elles arrivent. C'est comme ça. Ouais, Soit c'est pour t'enseigner, ou même te permettre justement d'enseigner aux tout autres. à fait. Tu vois? Comme je dis, il n'y a pas de pardon sans offense. Sur ces belles paroles, Jessica, ben, je te remercie déjà d'être venue aujourd'hui, de nous avoir permis justement d'écouter tes conseils, toutes ces bonnes choses avec ces bonnes ondes. Voilà, donc est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que